Échanger Regard, l'émission des animateurs de Radio Méga. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler vélo. C'est Eric Barral qui est avec moi à la technique et ça fait plaisir. Le 31 mars dernier s'achevait la mesure gouvernementale coup de pouce vélo. Beaucoup de Françaises et de Français ont pu en bénéficier et ainsi se remettre en selle. Qu'en est-il exactement à l'heure du bilan ? Est-ce que la pratique du vélo a évolué lors de cette crise sanitaire après des cafouillages de départ qui ont vu l'interdiction de ce dernier sur les routes ? Comment la pratique du vélo de manière plus générale est prise en compte dans la loi, la future loi climat et résilience. Nous allons échanger sur ces sujets. Nous allons parler vélo donc avec Olivier Schneider qui est président de la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Bonjour Olivier Schneider. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Radio Méga. En tant que président de la FUB, cette fédération qui réunit les usagers de la bicyclette, j'aurais voulu commencer par peut-être un souvenir, en tout cas votre premier souvenir de vélo. Quel est-il, Olivier Schneider ? Moi, c'est très simple, c'est quand j'avais 4 ans et que mon grand-père m'a appris en une après-midi à faire du vélo. J'ai eu la chance de ne pas avoir de petites roulettes. Il y avait une espèce de barre à l'arrière. Donc, mon grand-père courait après moi en tenant par la barre. Puis, à un moment, je me suis rendu compte que plus personne tenait la barre et que je savais faire du vélo. Ça y est, vous saviez faire du vélo. Et du coup, j'imagine qu'il a fallu continuer cette pratique et, je dirais, l'amplifier pour devenir président de la FUB. Qu'est-ce qui a fait dans votre pratique que vous êtes arrivé là, à ce poste-là ? Écoutez, c'est très simple. À un moment de ma vie, j'ai redécouvert la pertinence du vélo. J'ai eu une panne de voiture et d'électroménager. J'étais dans une situation financière un peu compliquée. Puis j'ai essayé de faire du vélo et comme je suis asthmatique, j'y arrivais pas trop. Mais quelques mois plus tard, j'ai acheté mon premier vélo assistance électrique il y a 12 ans. Et tout d'un coup, ça a été comme une révélation. C'est mais pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas tout à vélo ? Puis très vite, je me suis rendu compte que c'est l'absence de pistes cyclables, l'absence de stationnement sécurisé. Donc, je suis devenu d'abord président de mon association locale à Brest, dans le Finistère. Et très vite, j'ai compris que les leviers qui m'intéressaient, ils étaient au niveau national, voire européen. Et donc, ça m'a fait devenir d'abord administrateur de la FUB et ensuite président bénévole. Donc, ça fait 6 ans que j'ai l'honneur de présider cette fédération et d'observer comment le regard sur le vélo change, que ce soit celui des journalistes, du grand public, des politiques. Et c'est vrai que, alors que pendant 35 ans, la FUB a été fondée en 1980, on avait un peu l'impression de prêcher dans le désert. Là, depuis quelques années, on voit un glissement incroyable dans l'imaginaire collectif, dans le traitement médiatique. La preuve, je suis avec vous aujourd'hui. Et la preuve, des centaines de députés déposent des amendements dans la loi climat, même si derrière, ils n'ont pas beaucoup de chances d'être adoptés vu qu'ils sont déclarés irrecevables. Mais donc, il y a vraiment eu récemment une prise de conscience là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un travail de tous les jours pour démonter tous les stéréotypes, toutes les idées préconçues. Mais l'avantage, c'est quand même depuis quelques années, le vélo est regardé avec de moins en moins de condescendance. C'est vrai qu'il y a quelques années, on nous regardait un peu, bon, c'est quoi cette petite pratique, c'est quoi ces utopistes qui pensent que on va révolutionner les transports avec un objet qui a déjà 150 ans. Et en fait, ne serait-ce que la pandémie nous a prouvé qu'on pouvait le faire. Quand il y a besoin, finalement, c'est l'outil par excellence de résilience, justement, c'est la bicyclette. On va voir justement par rapport notamment à cette loi. Vous disiez dans les années 80, une traversée du désert, pas évident d'accéder au grand public et aux médias. Quelle était l'idée d'origine pour créer une fédération et se dire on se regroupe ? À l'époque, le constat, c'était lequel ? Le constat, c'était que le vélo, sa disparition en tant que mode de déplacement quotidien était anticipée. C'est-à-dire que le vélo, ça allait rester, mais en tant que moyen de sport, avec le Tour de France, les autres classiques, ça allait rester évidemment un loisir pour les enfants, ça allait rester le tourisme, mais que ça n'aurait plus aucun rôle dans les transports quotidiens.
Et il y a un manuel comme ça dans les années 80 sur la construction des routes qui disait voilà comment il faut faire des pistes cyclables tant qu'il reste encore des cyclistes. C'est-à-dire que et donc notre premier rôle, alors moi je suis né en 82, hein, donc je n'ai pas connu ça moi-même, mais le premier rôle ça a été vraiment de défendre les cyclistes et de défendre l'idée que c'est pas parce qu'il y a un progrès technologique qui permet le moteur à explosion, etc., que pour des déplacements courts, il n'est pas moins cher et meilleur pour la santé de se déplacer à vélo. Ça ne veut pas dire qu'on rejette le progrès, ça veut juste dire qu'il faut une réponse proportionnée aux besoins. Et pour faire 500 mètres, il n'y a même pas besoin d'un vélo, il suffit d'y aller à pied. Pour faire 2-3 km sans porter de grandes charges, un jour de météo normale, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir raisonnablement le faire à vélo. Et c'est vrai que les 20 premières années, finalement jusqu'aux grèves de 95, ça a été une lutte pour déjà contrer l'idée que le vélo allait disparaître sous sa forme utilitaire. Il y avait cette volonté presque de disparition en France. En parallèle, en Europe, j'imagine que la Hollande était déjà bien partie sur les pistes cyclables et sur l'utilisation du vélo. Contrairement à ce qu'on pense, les Néerlandais n'ont pas toujours été cyclistes. Ils ne sont pas nés avec un cycliste il y a 150 ans. Avec un vélo il y a 150 ans. En fait, c'est au moment des chocs pétroliers qu'il y a eu une politique publique délibérée de favoriser la bicyclette en essayant de construire une identité nationale dessus, ce qui a été plutôt réussi. On peut le constater 50 ans plus tard. Les Pays-Bas, c'est plat, mais du coup, les Pays-Bas, c'est venteux, donc c'est pas forcément si simple que ça de faire du vélo. C'est une urbanisation très dense. Et en fait, ils ont essuyé les pots cassés. Enfin, les premières pistes cyclables réalisées dans les années 70 ou début des années 80, ce sont des aménagements qui sont absolument datés aujourd'hui, qui ont tous été remplacés. Donc, ils ont acquis cette expertise-là au moment où nous, on s'est plutôt tourné en France vers le développement du transport en commun face à cette même crise du choc pétrolier. Et donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut s'inspirer et faire la même évolution beaucoup plus rapidement que ce qu'ont fait nos amis hollandais dans les années 70 et la ville de Copenhague dans les années 80, sachant que la ville de Copenhague, pareil, ils ne se sont pas mis au vélo parce qu'ils étaient passionnés du vélo, c'est juste que la ville de Copenhague était au bord de la faillite. Ils avaient un plan autoroutier, ils n'avaient pas un rond pour la mettre en œuvre. Et même une politique de transport en commun, ça aurait coûté très cher par rapport à leur situation financière. Et donc, c'est là qu'ils se sont dit, bon, on a un climat un peu compliqué, on reste poli, mais tentons quand même le vélo, et ça a marché, en fait. Et donc là, en France, on a une situation où la première prise de conscience, c'était au moment des grèves de 95, où le métro était bloqué, etc. Et les gens se sont rendus compte que en marchant ou en pédalant, on pouvait quand même finalement faire des trajets pas si courts que ça, et que beaucoup de trajets quotidiens peuvent se faire ainsi. Donc il y a une prise de conscience du fait que on était très en retard sur les pistes cyclables. Et il y a eu on était tombé tellement bas, tellement presque en léthargie de pratique du vélo, que ça a mis énormément de temps à décoller. Après, il y a eu des politiques publiques comme les vélos en libre-service, type Vélib, etc., qui ont participé à légitimer le fait que le vélo est pas uniquement du sport ou du loisir, mais également un mode de transport. Mais c'est l'arrivée des nouvelles pistes cyclables il y a quelques dizaines de mois, enfin il y a 2-3 ans, qui ont commencé à faire en sorte que nos concitoyens se mettent au vélo. Et grâce à ce travail préparatoire, qui, dans le cadre de ma fédération, a duré 40 ans, c'est là qu'une fois qu'il y a eu une crise, alors le vélo a pu non pas profiter de la crise, mais à l'inverse, permettre aux Françaises et aux Français de trouver une solution de résilience, de retrouver de l'activité physique, de retrouver du plaisir dans cette vie qui est quand même bien morte en ce moment, et en plus d'avoir un vrai geste barrière. C'est à vélo, on a le droit d'ôter le masque, en même temps. C'était pas clair, hein. C'était pas clair au départ. Il y a eu cafouillage là-dessus. C'était même plus que pas clair. C'est qu'il y avait des injonctions contradictoires au début du premier confinement, ce qui fait qu'il y a 1 an, on a même dû monter un référé liberté auprès du Conseil d'État et
on fait partie de celles et ceux qui l'ont remporté. Mais c'est vrai qu'entre le ministère des Transports qui disait vous avez le droit de prendre le vélo et le ministère des Sports qui disait éviter, et le ministère de l'Intérieur qui faisait verbaliser des cyclistes, même porteurs d'une attestation dérogatoire de sortie, c'est vrai que c'était un peu le bazar, pour rester poli. Et donc, finalement, la conséquence de ce bazar et du fait qu'on ait gagné ce référé auprès du Conseil d'État, c'est qu'on a convaincu le gouvernement et notamment Elisabeth Borne, qui était à l'époque ministre de la Transition écologique, qui est ministre du Travail aujourd'hui. Et donc, on l'a convaincu de faire un véritable plan pour le premier déconfinement, donc qui a commencé le 11 mai. Et dans ce plan, il y avait notamment une vieille idée qu'on avait formulée bien plus tôt, d'un chèque réparation. Alors, nous, on imaginait plutôt ça pour un public bien spécifique, bien identifié, etc. Là, comme en plus, il y avait des tensions sur le marché du vélo neuf, parce que les usines ont été arrêtées au moment du début du Covid, parce que les vendeurs de vélos n'avaient pas anticipé un tel engouement pour le vélo, on a pu mettre en place ce qui s'appelle le coup de pouce vélo réparation, qui s'est arrêté il y a une semaine. C'est ça, fin du mois de mars, avec 50 € par vélo. Hein. C'est ça, c'était une aide inconditionnelle de 50 € par vélo. Si vous aviez 10 vélos, vous pouviez réparer les 10. C'était légitime, c'était pas une fraude. Et le but, le constat, c'était de dire qu'il y a 25 à 40 millions de vélos en France. Selon le degré d'épavisation, on considère qu'un vélo est encore un vélo. Et que c'est dommage de ne pas ressortir ces vélos des caves et des garages. Et donc, ces vélos ont été restaurés. Ça a permis soit de gagner de la mobilité, soit de vendre ce vélo et de donner à quelqu'un une solution de mobilité saine et bon marché, beaucoup moins cher qu'un vélo neuf. Et dans ce concept finalement d'économie circulaire, on a créé environ 1500 emplois avec ce dispositif, et on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il n'y a pas assez de mécaniciennes et mécaniciens vélo dans notre pays. Là, on est sur une pente avec une croissance d'environ 30% chaque année du nombre de cyclistes. Et je crois que vous avez une école au niveau de la fédération. Il y a d'ailleurs une école, en tout cas, la possibilité de se former pour devenir un réparateur. Tout à fait. Et donc, j'incite les auditrices et les auditeurs qui n'ont pas encore fait le choix définitif de leur orientation professionnelle. Vraiment, c'est un métier d'avenir. C'est quelque chose où on travaille dans le concret, où on a un lien avec le client. On est vraiment un acteur de la transition écologique en permettant à des hommes et des femmes de se déplacer à vélo. Et donc, on a créé ces 1500 emplois, mais il y a encore de quoi en créer 5 à 10 000 rien que dans la réparation, justement, vu la croissance actuelle de ce marché. Actuellement, on manque vraiment de réparateurs. Olivier Schneider, avant de parler de la loi, on en parlera en deuxième partie d'émission, la loi climat et résilience. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire qui finançait ce coup de pouce vélo, et est-ce qu'on peut imaginer une pérennisation finalement de ce dispositif, où ça plaît peut-être pas à tout le monde? Alors, donc quand on a proposé le dispositif, donc ça a été mis en valeur par l'agence France Presse, donc mi-avril, au moment où on déposait le référé liberté. Très vite, l'idée a été reprise que c'était une bonne idée. Après, restait à voir comment le mettre en œuvre concrètement. Et il se trouve que la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette, animait ce qu'on appelle un programme qui était financé par les certificats d'économie d'énergie. Alors, les certificats d'économie d'énergie, c'est un mécanisme un peu compliqué qui fait que tous ceux qui vendent de l'énergie en France ont des obligations pour faire des économies d'énergie à nos concitoyens. Donc, c'est notamment, vous savez, les combles à 1 €, les choses comme ça. Et donc, le programme initial, il servait à financer à hauteur de 60% du stationnement vélo sécurisé, notamment dans l'habitat social et dans les gares. Et donc, il restait de l'argent sur on avait un budget de 21 millions d'euros, on en avait dépensé 8, etc. Et donc, les services de Madame Borne nous ont dit, écoutez, vous avez de l'argent disponible sur cette ligne, ce qui va aller plus vite, c'est de modifier la convention qu'on a avec vous là-dessus, et donc vous allez avoir une action nouvelle dans le cadre du même programme qui sera de rembourser ces 50 € par vélo.
On a développé en 2 semaines, bossant jour et nuit, y compris le 1er mai, le 8 mai, etc., l'interface qui a permis d'être à temps pour le 11 mai, vu qu'on a eu le go le 29 avril. Et en effet, le problème, c'est que au début, Elisabeth Borne imaginait qu'on réparait 300 000 vélos. Le problème, c'est que au bout de 3 semaines, on était déjà à 100 000, donc on a vu que ça démarrait très très vite. Et donc, le programme a été annexé pour augmenter son budget. Alors évidemment, ceux qui finançaient le programme étaient ravis parce que leur obligation en certificat d'économie d'énergie était atteinte. Donc eux, ils étaient absolument ravis. Mais ça commençait à déranger, notamment du côté du ministère des Comptes publics, qui considérait que ce genre de mesures devrait être financé non pas par des certificats d'économie d'énergie, mais par le budget de l'État. Et donc, c'était ce qu'on appelle pompeusement de la débudgétisation, c'est-à-dire que le ministère menait des actions qu'il devait mener autrement qu'en passant par le projet de loi de finances. C'est un peu compliqué. Oui. Mais en tout cas, tout le monde était d'accord sur la pertinence du dispositif, que ça crée de l'emploi, que c'est de l'emploi local non délocalisable. Mais le mode de financement était absolument pas tenable. Et c'est pour ça que ça s'est arrêté le 31 mars. Et avec quasiment, on aurait eu 2-3 jours de plus, on aurait atteint les 2 millions. Là, on doit être à 1 937 000 réparations ou quelque chose comme ça. Et donc, ça a permis à quasiment 2 millions de concitoyens de récupérer une monture. Et on sait que plus d'une personne sur deux, c'était pas juste de l'opportunité, mais c'est des gens qui se sont mis au vélo, qui font davantage de vélo. Donc, la mesure a eu un effet de levier incroyable par rapport au budget que ça a consacré. Mais en effet, la pérennisation, elle va passer. Là, il va y avoir par exemple les élections départementales et régionales. On a un certain nombre de candidats à ces élections, notamment pour les régionales, vu que c'est les régions qui sont à la fois en charge de la formation professionnelle et de l'économie. Il y a des régions qui envisagent de s'inspirer de ce dispositif-là, alors quitte à mettre d'autres montants, quitte à mettre des conditions, un engagement de faire du vélo tous les jours, être en dessous d'un seuil, faire un seul vélo. Enfin, ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent, mais en tout cas, clairement, on a montré que c'était un domaine d'avenir et que c'était une politique publique plus pertinente par euro dépensé que de subventionner l'achat de vélos à assistance électrique ou certaines autres, ou par exemple financer des vélos en libre service. Je ne dis pas que ces deux choses-là ne sont pas bien, mais par euro dépensé, si vous voulez, l'effet obtenu est bien plus important. Et donc là, on ne refera pas le même projet financé par les certificats d'économie d'énergie, ça c'est sûr. Par contre, est-ce qu'il y aura une politique d'État ou locale qui favorise la réparation? Ça, je n'en doute pas, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Là, on l'a fait pour la sortie de crise. Maintenant, je pense qu'il faut mieux préparer le projet. Là, on l'a fait en urgence il y a un an. Et donc, notamment, s'assurer qu'on a les pièces, s'assurer qu'on a les réparatrices et les réparateurs, etc. Et l'ancrer sur le territoire, faire en sorte qu'il soit là et qu'il reste. C'est ça. Exactement. On va parler de la loi climat et résilience, et puis on parlera de la Convention citoyenne pour le climat. Je vous propose de faire un petit tour du côté de la musique. On va écouter Grey Duck, Ride My Bike, forcément, dans cet échange et regard tout de suite. On revient avec vous après Olivier Schneider.
Échanger regard, la suite et la fin. On parle bicyclette aujourd'hui avec Olivier Schneider qui est président de la FUB, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. On a parlé de cette pandémie qui a remis pas mal de vélos sur la route et des vélos en bon état, ce qui est plutôt positif, même si j'évite de parler de positif avec cette pandémie quand même. Eric me regarde avec des yeux noirs. On va parler d'un projet de loi dans lequel vous investissez en tant que fédération, qui est le projet Climat et Résilience, projet pour lequel la Convention citoyenne pour le climat avait apporté des propositions au gouvernement et a beaucoup parlé de vélo. Mais au bout du compte, Olivier Schneider, j'ai l'impression que le vélo a un peu été oublié. Alors, on va vous mettre à l'antenne. Normalement, vous êtes avec nous. Voilà, excusez-nous, c'était pas le bon bouton. Vous étiez pas avec nous. Vous êtes avec nous maintenant. Je disais, le vélo a été un peu oublié alors qu'il était mentionné dans cette convention climat. Alors c'est vrai que c'est assez choquant quand on a découvert le texte initial. Vous savez, un projet de loi, il passe d'abord au Conseil d'État pour avis et ensuite il est examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est vrai que le texte initial ne mentionnait pas du tout le vélo, sauf à l'article 13, mais ça n'a rien à voir, c'est juste sur la disponibilité des pièces détachées. Et donc la bicyclette était coincée entre les engins de bricolage et de jardinage, donc avec un délai de 5 ans pour les pièces. Et c'est vrai qu'à aucun autre endroit, et notamment il y a 6 titres, exactement comme les groupes de travail des 150 citoyens de la Convention citoyenne, donc consommer, se loger, etc. Donc il y a un titre qui s'appelle se déplacer. Et donc à Uri, on a découvert qu'il n'y avait rien sur le vélo dans le projet de loi initial. Et c'est très grave parce que dans la Constitution française prévoit que quand on dépose des amendements, donc les sénateurs ou les parlementaires, il faut justifier d'un lien avec le texte initial, ce qu'on appelle une accroche. Et donc là, on a fait des propositions pour rétablir notamment ce qu'avaient proposé les 150 citoyens, donc le forfait mobilité durable obligatoire, vous savez, la fameuse prime qu'on peut toucher quand on est salarié, sur l'apprentissage pour créer un réflexe vélo chez les jeunes, sur le fonds vélo pour accélérer le déploiement des pistes cyclables, sur la ville apaisée pour mieux partager l'espace public en ville. Donc, c'était les 4 principales sur les 150, ça fait quand même 4 sur 150, c'est pas ridicule. Et surtout, c'était un sujet qui était régulièrement évoqué par les 150 dans leur prise de parole, y compris dans l'échange direct avec le président de la République, je crois que c'était au mois de décembre. Vous parliez, vous parliez de la prime. Cette prime, elle existe aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est là et dont peuvent bénéficier les salariés. Comment ça fonctionne? Ça existe aujourd'hui? Alors, le forfait mobilité durable a été créé par la loi d'orientation des mobilités, donc, qui est une loi qui a été votée en 2019. Ça a remplacé l'indemnité kilométrique vélo qui était issue d'une loi de 2015, qui était la loi pour la transition énergétique de Madame Royal. Et donc, le problème de ce forfait mobilité durable, ils sont multiples. C'est-à-dire que le forfait mobilité durable, certes, il existe, mais premièrement, son versement est facultatif dans le privé. Alors, c'est obligatoire dans le public, mais avec de grosses contraintes en termes de cumul. Et donc, le deuxième problème, c'est globalement pour et public et privé sur le cumul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que votre employeur vous rembourse 50% de votre abonnement transport en commun, si vous prenez le TER, si vous prenez le transport en commun urbain, etc. Et la façon la plus importante d'agir sur le climat avec le vélo, c'est pas remplacer vos trajets courts par des trajets en voiture, c'est de remplacer vos trajets longs faits en voiture par des trajets, ce qu'on appelle intermodaux, où vous faites une partie à vélo et une partie en transport en commun. C'est là qu'il y a le plus de gisements d'économies de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, comme d'une part le forfait mobilité durable n'est pas obligatoire, il y a très peu d'employeurs qui le versent, et même ceux qui souhaitent le verser, ils ne peuvent pas à la fois verser le forfait mobilité durable et rembourser intégralement les 50% de transport en commun, même s'ils étaient volontaires pour le faire, ils n'ont pas le droit de le faire. Enfin, ils peuvent verser une prime, mais elle n'aura pas les mêmes avantages, parce que l'avantage du forfait mobilité durable, c'est que ce n'est ni soumis à impôt pour vous, salariés, ni à prélèvements sociaux, cotisations sociales pour l'employeur. Donc, c'est-à-dire qu'un euro net, un euro versé, c'est un euro net, quoi. Vous ne payez pas d'impôt dessus, votre patron ne paie pas de charge dessus. Mais malheureusement, aujourd'hui,
c'est un dispositif qui est encore vraiment perfectible. Et donc, les citoyens demandaient que ça devienne obligatoire. C'était une demande, c'est la demande SDA 1.1, se déplacer, chapitre A 1.1. C'était un des premiers points dans le chapitre se déplacer. Et là, surprise, le projet de loi ne contient pas une seule mention, ce qui veut dire que même si des députés déposent des amendements dessus, ce qu'on appelle les administrateurs, les gens qui travaillent à l'Assemblée nationale et qui examinent les 7000 amendements pour déjà savoir est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils seront soumis au vote ou pas, ils sont obligés de constater que comme il n'y a rien dans le texte initial, cet amendement est ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire c'est sans rapport direct ou même indirect. Après, derrière, cette lecture du rapport direct ou indirect est toujours subjective, mais du coup, le problème, c'est que comme il y avait presque rien, à part cet article 13 sur la réparation, sur la disponibilité des pièces de rechange, ça a été c'est très difficile. Non seulement il n'y a rien, mais en plus, c'est très difficile, malgré la bonne volonté de députés, de le remettre. Je vous donne un exemple. Sur le savoir rouler à vélo, c'est un dispositif auquel on est très attaché, qui est censé apprendre à tous les CM1, CM2 comment faire du vélo avant leur entrée au collège. Il y a eu 18 fois l'amendement qu'on a proposé qui a été déposé, donc par un total de 213 députés. C'est très considérable. Pour rappel, il y a 577 députés, donc ce qui est plus d'un tiers des députés qui ont déposé cet amendement. Et il ne sera même pas voté parce qu'il a été jugé recevable au titre de l'article 45 de la Constitution, alors que l'article 2 du projet de loi prévoit une éducation à l'environnement. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est lié? Enfin, après, c'est toujours des... Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très frustrés de reconnaître d'une part que ce gouvernement est celui de tous les gouvernements récents qui a fait le plus pour le vélo, ça, il n'y a aucun problème, c'est absolument vrai, mais qu'on ne profite pas de ce projet de loi pour aller encore plus loin, sachant que la situation telle qu'elle était en France au moment de la loi d'orientation des mobilités en 2019 et celle d'aujourd'hui n'est pas la même, parce qu'entre-temps, vous l'avez dit, il y a eu le Covid et nos citoyens se sont saisis massivement du vélo, et donc ce qui était suffisant il y a 2 ans ne l'est plus aujourd'hui, notamment le montant du fonds vélo, et ce fonds vélo qui permettrait d'accompagner les collectivités dans la construction de pistes cyclables. Je pense que tous nos auditeurs qui font du vélo sont d'accord sur le fait qu'il n'y en a pas assez, elles ne sont pas connectées entre elles et elles ne mènent pas forcément partout où vous avez envie d'aller. Nous, on pense que comme les Pays-Bas, il faudrait mettre globalement 30 € par habitant et par an. C'est très peu si on compare à ce que coûtent les transports en commun ou les transports automobiles en France. C'est de l'ordre de 500 et 300 €. Enfin, les 30 € par habitant et par an, c'est pas beaucoup par habitant. Alors, ça fait quand même 2 milliards d'euros par an. Donc, nous, ce qu'on proposait, c'est que sur ces 2 milliards, l'État contribue à hauteur de 500 millions d'euros par an et les collectivités, régions, départements et les communes, les milliards et demi restants. Et là, pour l'instant, ce fonds vélo, il est à 50 millions d'euros par an. Donc, nous, on propose de le multiplier par 10, parce que si on veut réconcilier tous nos concitoyens, y compris vivant dans le rural et le périurbain avec le vélo, il faut construire des pistes cyclables. Et là, on est dans un plan de relance. Construire des pistes cyclables, ça crée de l'emploi. Derrière les cyclistes, ça crée de l'emploi dans la réparation, dans l'industrie, etc. On met 100 milliards sur la table, ce serait bien qu'il y ait plus sur le vélo. Aujourd'hui, il y a sur les 100 milliards, 200 millions sur le vélo, 200 millions supplémentaires par rapport à ce qui existait déjà avant, 100 millions, et c'est très bien, pour doter les gares de stationnement vélo sécurisé, ça c'est formidable, et 100 millions supplémentaires pour les infrastructures. Alors ça, malheureusement, ça nous paraît en décalage total avec les besoins exprimés par les collectivités. Pour rappel, il y a eu, en plus de la pandémie, l'année dernière, des élections municipales. Les municipalités ont été renouvelées. Nous, on a fait une campagne qui s'appelait Parlons Vélo 2020 dans les municipales. On a eu plus de 1000 engagements de candidates et de candidats de tous bords. C'est ni la droite ni la gauche ni les écolos, c'est tout le monde. Et donc là, les collectivités n'attendent que d'une chose, c'est d'être soutenues par l'État pour déployer des vraies pistes cyclables continues et où on va avoir des flots importants de cyclistes. Donc, on reviendra. Il y aura le projet de loi 4D là, avec la décentralisation, etc. Il y aura évidemment à la fin de l'année
le projet de loi de finances, mais c'est quand même décevant qu'un projet de loi dont le logo que le gouvernement utilise contient un petit vélo dessus, ne permette pas de cranter davantage, même si on reconnaît tout ce que le gouvernement a déjà fait jusqu'à présent par rapport à notamment ses prédécesseurs. Il reste quand même énormément, on ne sera satisfait que le jour où vos auditeurs seront prêts à laisser leurs enfants aller en 6e à vélo au collège sans avoir la boule au ventre sur est-ce qu'il va arriver quelque chose à mon enfant sur le chemin d'école. On va tous aller vers là et on va soutenir effectivement. Je vais laisser les coordonnées parce que sur votre site il y a aussi énormément de choses, c'est fub.fr. On est sur la fin de notre entretien parce que on passe par la technologie et qu'on est parfois limité dans nos entretiens. Olivier Schneider, du coup la fédération dans les mois à venir, vous êtes sur quel chantier à venir? On l'a vu avec cette loi. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver là dans les mois à venir pour vous en termes d'actualité. Eh bien, il y a précisément 2 choses. Il va y avoir la campagne des départementales et régionales où tous nos correspondants locaux vont discuter avec l'ensemble des candidats pour leur expliquer comment mettre du vélo dans leur politique. Et par ailleurs, à la fin de l'année, il y aura la 3e édition du baromètre des villes cyclables, notre grande enquête qu'on fait tous les 2 ans. La première édition, on avait eu plus de 100 000 réponses, la deuxième, près de 200 000. Et donc là, on voudrait pouvoir continuer cette photographie. Et ce qui va être intéressant, c'est que comme ce sera la 3e édition, on pourra vraiment comparer comment est-ce que évolue la perception du climat vélo ville par ville en fonction des politiques publiques qui ont été menées. Donc, ça se veut vraiment un outil pour aider les politiques publiques à se déployer. Ce n'est pas juste un classement avec des bonnets d'âne, des tableaux d'honneur. C'est vraiment pour évaluer les politiques publiques et pour... en fait, notre but, c'est vraiment de rendre la pratique du vélo accessible à toutes et à tous sur des déplacements courts et moyens et non pas juste de défendre un petit groupe de gens qui se déplacent déjà à vélo. Nos auditrices et nos auditeurs pourront aller sur fub.fr pour justement participer à cette consultation. Merci beaucoup Olivier Schneider, longue vie à la Fub et peut-être collaboration à venir avec Radio Méga puisque nous avons un vélo studio radio, je le rappelle à nos auditrices et nos auditeurs, et ils vont le voir sortir bientôt, c'est sûr. Et il va aller se rebalader dans les rues et alentours. Je vous souhaite une très bonne journée à vous. Merci beaucoup Olivier Schneider. Avec plaisir, à bientôt. Je rappelle en local, puisque des associations existent chez nous, c'est Rêve Roulons en ville à vélo, Maison du vélo, et donc ça c'est à Valence, et à Pins c'est à vélo avec l'atelier Casacycle, ça c'est à Romans. 2 associations que vous pouvez consulter, aller sur leur site pour des ateliers, de la formation, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de ces assos et on les recevra bien sûr sur les antennes de Radio Méga. C'est la fin de cet échange et regard. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à Eric qui était à la technique. On se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures et vous aurez demain, mercredi, un résultat d'atelier avec des collégiens ou des lycéens, je sais plus, je crois que c'est des lycéens. Demain, ça se passera dans Échange et Regard. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à très bientôt. Salut.